De retour sur notre plateau pour cette émission spéciale consacrée au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui s'est ouvert à La Haye jeudi 28 janvier et sans plus attendre, direction la Cour pénale internationale. J'avais déjà conscience qu'il fallait éviter d'allumer la bûchette de la guerre du voisin contre le voisin, de l'ami contre l'ami. J'attirais déjà l'attention des uns et des autres sur les risques d'une guerre civile. C'était dit il y a 10 ans. Je me justifiais ainsi face à ceux qui me traitaient de capitulation. Ils traitaient de capitulation l'appel que j'avais lancé ensemble avec d'autres jeunes de l'opposition pour faire cesser des affrontements entre les populations. Mais après cet appel, le président Gbagbo, ici présent, avait reçu tous ces jeunes de l'opposition et du pouvoir pour les féliciter, pour les remercier pour cet appel historique envers la paix. Je les cite, ces jeunes. Kona Kodou Bertin, dit Kakabe, du PDC-IRDA, était à cette rencontre. Karamko Yayoro, du RDR, parti d'Alassane Ouattara, était à cette rencontre. Stéphane Kipré, à l'époque, représentant du MFA, aujourd'hui président de l'UNG, était à cette époque, à cette rencontre. Et devant vous, moi, je voulais les féliciter. Je voulais vraiment les féliciter, Monsieur le Président. Je les félicite parce qu'ils ont osé. Je les félicite parce qu'ils ont aidé la Côte d'Ivoire à éviter une guerre civile à cette époque. Monsieur le Président, contrairement à ce que l'accusation dit, je n'ai jamais empêché les pro-Ouattara de s'inscrire sur une liste électorale en 2006. Bien au contraire, mes amis et moi, nous avons aidé à sauver la situation. Et les vidéos sont là, elles vous parlent. Vous le voyez bien, vous l'entendez bien vous-même. Ce n'est donc pas un discours opportuniste ou stratégique que je tiens aujourd'hui devant votre cour comme un spin docteur, selon l'accusation, juste pour me sortir d'affaire. C'est un discours que j'ai toujours tenu. Et c'est un discours que j'interprète toujours, Monsieur le Président. Par éducation politique, mais par principe. Je suis allé à voulu que le pardon des victimes puisse cimenter la fondation de la réconciliation entre Ivoiriens. Je vous invite à voir cette vidéo, Monsieur le Président. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus invincible. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur et allons à la paix. Pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. Les visites opérées par les caravaniers obéissaient à une démarche et une méthode bien précises. Cible privilégiée, les communautés religieuses, notamment les musulmans. Tout ce que j'ai fait là, si ça a choqué quelqu'un, si ça a fait mal à quelqu'un, moi-même le premier, je suis venu pour vous demander pardon d'abord. Et puis ça, c'est pas la politique, hein. L'ouest du pays porte les stigmates de la crise. Il s'agissait donc pour les caravaniers de la paix de désarmer la bombe de la division. Option choisie, le corps à corps avec les populations. Nombreux sont les griefs. Néanmoins, il faudra pardonner, oublier. Et les grigas, on met les grigas à terre, que la paix revient à la Côte d'Ivoire.
Je laisse tomber. Je laisse tomber tout ce que vous m'avez dit. Effectivement, j'ai trop souffert dans cette guerre-là. Mais vous, Blé Goudé, toute la Côte d'Ivoire parle de vous. Toute l'Afrique parle de vous. Mais comme je vous ai vu aujourd'hui, je laisse tout pardonner. Je laisse tomber. Merci beaucoup. Ça va aller. Le cas Priska Ouéra. Souvenons-nous de cette victime de brutalité de guerre qui a été découverte en 2007 à Guélé, un village situé sur l'axe le Bleu, le Quintou, le Pleu, dans l'ouest montagneux, par les caravaniers de la paix. Je suis prête à pardonner la Côte d'Ivoire pour que la guerre finisse à Côte d'Ivoire et on soit dans la paix. Priska a ensuite atterri à la Pisam où elle a passé plusieurs mois, au cours desquels les Ivoiriens lui ont témoigné leur compassion à travers divers dons. A permis non seulement de faire face aux frais d'hospitalisation, mais aussi de réaliser le rêve de Priska, se construire une maison et une boutique. Eh bien, c'est fait. C'est une Priska radieuse que le président du COJEP a retrouvée dans son village. Ça, ce sont les fruits de la paix. Ce sont les effets de la paix. D'une brouillette, elle se trouve aujourd'hui dans une maison. Elle a aujourd'hui sa boutique. Elle a réalisé son rêve. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire, si elle retrouve totalement la paix, chacun peut, réaliser son rêve. Priska, pour moi, est le symbole de la réunification de la Côte d'Ivoire, est le symbole de l'Ouest qui retrouve le goût de vivre. Monsieur le Président, vous venez de le voir. D'abord, vous avez vu les gris-gris qui sont tombés à terre. J'ai dit que nous étions à l'Ouest, ce qui est encore une contradiction de la thèse du procureur. Priska, la jeune fille que vous venez de voir dans cette vidéo, m'a été présentée dans une brouette au cours de ma campagne pour la paix. Elle avait été violée par les rebelles. En révélant son histoire aux Ivoiriens qui l'ont aidé à se soigner et à reprendre goût à la vie, j'ai voulu donner une chance à la paix. Et Priska a été un symbole pour la paix et le pardon entre Ivoiriens. Quant à la dame au bras coupé que vous avez vue, ses bourreaux lui avaient demandé de faire un choix douloureux, Monsieur le Président. Cette dame, elle devait choisir entre garder son bébé en vie ou laisser son membre supérieur lui être tranché. Comme toute bonne mère, elle a choisi que son bras lui soit coupé afin de sauver la vie à son bébé. Elle aussi a été un symbole pour la paix en Côte d'Ivoire. Je lui ai apporté assistance. Moi, le criminel que le procureur tente de vous présenter. À cette époque, Monsieur le Président, malgré les obstacles, les menaces, j'étais résolu à effectuer cette mission pour toucher de près ces réalités qui souvent vous donnent froid dans le dos et vous déchirent forcément le cœur, mais qui ont au moins l'avantage de vous faire sentir et de vous faire partager la souffrance des populations. Mais plus je touchais ces réalités, mieux se renforçait ma détermination à travailler en faveur de la paix. Les villages de Pantroquin et Guélé, d'où sont originaires ces deux victimes, existent encore dans l'ouest profond de la Côte d'Ivoire. C'est à tous les pleux. Pour vous dire que j'ai fait ce que je pouvais pour contribuer modestement au retour de la paix dans mon pays. Monsieur le Président, vous pouvez vous référer en Côte d'Ivoire aux différentes opérations de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des milices et de tous les groupes armés ayant militairement pris part au conflit en Côte d'Ivoire. Ni le COJEP, ni l'Alliance des jeunes patriotes, ni mon nom, ni figure. Car entre prendre les armes et faire la politique, j'ai librement fait le second choix. Parce que pour moi, comme l'huile et l'eau, la démocratie et les armes ne peuvent faire bon ménage. Comme cela se fait partout dans le monde, Monsieur le Président, quand les institutions de la République sont en péril
et que les valeurs qui fondent notre société sont bafouées. Contrairement à ceux qui ont choisi les armes et la barbarie comme moyen d'expression et qui continuent d'endeuiller notre monde, les populations civiles et moi, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons pris la rue, les mains nues, pour la sauvegarde des institutions républicaines qu'incarnait son Excellence M. Laurent Gbagbo, ici présent. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serais de la même ethnie ou de la même religion que lui, comme tente de vous faire croire l'accusation. Faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est elle que je ne suis ni militant, ni membre, ni responsable dans aucune instance du Front populaire ivoirien, le parti dont le président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. L'accusation, c'est elle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours carcéraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir. Est-ce que l'accusation le sait? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille des contradictions. Je ne suis donc pas le prétendu bras séculier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Non, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Voilà l'homme pour lequel, au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection, et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Pour vous dire, au nom de ma culture politique, jamais je n'ai commis de crimes, Monsieur le Président. Jamais. Dans ma recherche de la paix, j'ai invité les chefs rebelles, j'ai invité Soro Diom et ses camarades à venir dans mon village. Je vous invite à voir cette vidéo, Monsieur le Président. Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. La délégation des Forces Nouvelles, conduite par Konaté Zié, accompagnée de Fofana Bema, Koulibaly Moussa et Abel Christian Dioré, recevait dans la pure tradition bété des hommages pour avoir eu le courage de venir de Boaké jusqu'à Kpo, le village de Charles Blé Goudé. Avant d'être reçu quelques minutes plus tard, sur la place publique, dans une chaleur indescriptible. C'est la 27e année d'Igo Nakouta qui a venu dans ce village, qui est mon village, qui est le village de Dr Blé. Et si, à partir d'ici, on mange ensemble, parce que partager le pain ensemble, c'est signe de réconciliation. Et qu'ensemble, on n'est pas Abidjan. Ça, sur la route, il y a un danger. Nos amis iront témoigner à Boaké qu'effectivement, ils ont été non seulement reçus à Abidjan, mais surtout dans notre village. Donc, c'est notre manière à nous de vous ramener vos enfants, de ramener vos parents, de leur dire que ceux-là, ce sont les enfants.
À l'endroit de ceux qui ne veulent pas de la paix et qui tirent encore sur les ficelles de la division, l'envoyé du Premier ministre leur a lancé cet avertissement. Quand on fait la guerre dans le pays, il y a 3 camps. 3. Il y a un camp là-bas qui s'oppose à un autre. Et puis il y a des gens dans les 2 camps qui disent je ne suis pas dedans. Et ils ne sont pas un, ils ne sont pas un l'autre. C'est comme ça. Ça c'est le cas du guerre, c'est comme ça. Il y a 3 personnes. Mais quand on dit paix, allons-y à la paix. Il doit y avoir un seul camp. S'il y a un deuxième qui dit lui n'est pas dans l'affaire de paix, lui là il devient ridicule. Vous, nos parents, nous allons vous demander, si vous allez demander pardon à Dieu qui nous a créés tous, demandez pardon à la communauté internationale qui a sanctionné quelques-uns parmi nous, dont Charles Blé-Goudé. Nous voulons que la sanction sur Blé-Goudé se lève. Une fois la cérémonie officielle terminée, jeunes patriotes et jeunesse de Force Nouvelle ont partagé le repas de l'amitié. C'est ainsi que l'un des chefs de guerre les plus réputés, ancien membre du bataillon de commando parachutiste d'Akwedo, Isiaka Ouattara, donnera de grands signes, des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise. C'est la joie d'être dans le village du président Laurent Gbagbo et voir le peuple m'accueillir dans son village. Ça vous dit que la paix est là. Mais ça, c'est le plus grand espoir de tout encore. Plus la flamme de la paix, ça, c'est notre grand espoir. C'est lui qui viendra, en compagnie du ministre Sidiki Konaté, prendre Charles Blé-Goudé pour l'emmener à Bouaké, où celui-ci animera un meeting, le meeting de la réconciliation. On continue. Pour cette même paix, Blé-Goudé a été le premier à aller à Bouaké et passer une nuit dans la chambre de Ouattao qu'il a ensuite invité dans son village natal. Pour la cérémonie de la flamme de la paix, la jeunesse a fait le plein à Bouaké. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie. La jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. Charles Blé-Goudé accueille son invité spécial. Le cap est mis sur la résidence du préfet Édouard Moïro. On trinque à la paix sur l'invitation de l'ambassadeur de la paix, Alpha Blondy. Soro et Blé-Goudé se retrouvent, se parlent, revisitent leur amitié. Quelques minutes plus tard, Soro Guillaume fait son entrée au stade Victor Biaka-Bouda. Monsieur le Premier ministre, voilà Gagnoa. Depuis votre arrivée ce matin jusqu'à ce stade, vous avez trouvé des bras ouverts. Vous avez trouvé un peuple qui, depuis le corridor jusqu'à ce stade, vous a accompagné. C'est la preuve que la paix est une réalité désormais en Côte d'Ivoire. Et je pense que votre présence ici confirme que l'on peut aller et l'on peut venir à travers toute la Côte d'Ivoire. Les audiences foraines ont commencé, les accords ont été signés, des préfets ont été redéployés. Mais il faut poser sur le terrain des actes concrets pour approcher le peuple. Et nous pensons que la cérémonie de ce matin, que dis-je, de cet après-midi, a pour objectif de tirer encore de leurs draps ceux qui hésitent, ceux qui ne croient pas encore à la paix, ceux qui hésitent encore. Vous qui êtes dans ce stade, est-ce que vous voulez la paix? Bien, vous avez entendu, monsieur le Premier ministre, ce peuple qui est ici rassemblé, ces jeunes ici rassemblés, ces chefs coutumiers ici rassemblés, ces chefs religieux ici rassemblés ne veulent que la paix. Nyaliepa a été la dernière étape de cette vie. Monsieur le Président. Excuse me if I interrupt. Monsieur le Président, excusez-moi si je vous interromps, mais je voudrais vous inviter à arriver au terme de votre présentation parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Monsieur Blé-Goudé, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, nous étions supposés terminer à 16h15. Le Président, oui, mais nous devons également prendre des décisions. Il y a 2 ou 3 choses que nous devons faire. Monsieur Blé-Goudé, soyez sûr que je finirai en temps voulu. Merci beaucoup.
sensibiliser des populations, comme vous venez de le voir. Ce que vous venez de voir, Monsieur le Président, c'était les chefs de la rébellion que j'ai emmenés chez la maman du président Gbagbo. Chez nous, c'est signe de réconciliation. Ce que vous venez de voir, je les ai fait inviter à Gagnoa, c'est la ville natale du président Gbagbo, où les populations les ont accueillis comme vous l'avez vu. Dans mon village, où tous les villageois sont sortis pour les accueillir, Monsieur le Président. Chez nous, c'est signe de réconciliation. Faire un tel travail et après, paradoxalement, être traîné devant les tribunaux pour répondre à des crimes contre l'humanité. Je n'exagère pas, Monsieur le Président, quand je dis que ce monde est injuste. Vous venez de le voir vous-même, Monsieur le Président. Je pense avoir au moins essayé le retour de la paix dans mon pays. Mes démarches et mes actions en faveur de la paix n'ont peut-être pas produit les résultats escomptés, mais ces missions de la paix, je les ai bénévolement accomplies, avec conviction, mais avec fierté pour mon pays. Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que je voudrais vous dire. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui a rendu une décision qui donnait vainqueur le candidat Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi. Mais respectueux des lois de mon pays, je n'ai fait que me soumettre à cette décision. Maintenant, si l'accusation estime que la décision rendue par le Conseil constitutionnel est source de conflit, elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables, et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, en me maintenant en prison, la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère poule, qui pourtant a perdu ses poussins? Mais comme la Côte d'Ivoire doit continuer de vivre, Monsieur le Président, je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que le droit soit dit. Je compte sur vous pour que la vérité soit dite. Je compte sur vous pour qu'on me juge pour ce que j'ai fait et non pour des commentaires. Je compte sur vous pour qu'on me juge selon mes actes en tant qu'individu et non sur la base de ce qu'on aurait voulu que je sois. Je veux que vous me permettiez de rentrer dans mon pays pour poursuivre mes champs de réconciliation que j'ai laissés en friche avant de venir ici. Mais cela est laissé à votre appréciation. Je vous remercie. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Merci à la défense de M. Blé Goudé. Nous allons lever l'audience. Et une fois de plus, merci pour vos discours d'ouverture. Nous reprenons demain à 9h30 pour écouter le premier témoin. Africa 24 vous permet d'être au cœur de l'actualité, au plus près des faits qui marquent et façonnent notre continent. Et de retour sur notre plateau pour décrypter le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Un procès qui se tient depuis le 28 janvier 2016. Et nous sommes actuellement en compagnie de nos deux invités, Madame Georgette Nekalo. Bonjour Madame Nekalo. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'association Les Amis de Laurent Gbagbo. Soyez la bienvenue. Merci. Également avec nous sur le plateau, Monsieur Mamadou Touré, soyez le bienvenu. Vous êtes conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes également porte-parole adjoint du RDR. Bonjour. Alors nous venons de l'entendre, la défense de Charles Blé Goudé ainsi que les déclarations de Charles Blé Goudé lui-même
Et au vu de ce qui a été entendu, Madame Nekalo, depuis l'ouverture de ce procès, est-ce que il y a, selon vous, eu des violences à caractère ethnique en Côte d'Ivoire? Oui. Oui, depuis la crise post-électorale, si vous dites qu'il y a eu, ça veut dire que c'est terminé. Est-ce qu'elles sont terminées alors? Non, c'est pas terminé justement. Les violences à caractère ethnique continuent et sévissent en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. J'en veux pour preuve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, je crois que vous le savez très bien. Le jour, Gbagbo était déjà à La Haye, hein, donc il n'a rien à voir. Près de 900 personnes ont été tuées ce même jour-là, au vu et à la barbe de l'ONUCI. Et aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous ne vous appelez pas Touré Mamadou, Fatoumata ou Awa, vous n'êtes pas un Ivoirien bienvenu. Et c'est pour cela que moi j'en veux un peu aux médias, cette histoire de rendre la Côte d'Ivoire en deux camps, où on est pro-Ouattara, où on est pro-Gbagbo, ça crée des problèmes. Et donc ça fait que lorsque vous n'avez pas un nom à résonance nordique, vous êtes pro-Gbagbo. Donc la division, en tout cas nord-sud, elle perdure. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je m'appelle Georgène Nekalo, donc je suis chrétien d'office, même si je ne suis pas. Je ne suis pas pro-Ouattara parce que mon nom, ce n'est pas un nom à consonance nordique. Et donc, on a ce problème-là. Et si aujourd'hui, le procès s'ouvre, et je crois que je vais terminer là-dessus, moi, je souhaiterais que les procureurs ne mettent pas de l'huile sur le feu. Parce que ce qu'ils nous ont servi, c'est tout sauf la vérité. Nous pensons qu'après 5 années de recherche de preuves, ils peuvent nous offrir autre chose. Dit par exemple qu'à Bobo, c'est les Dioula. Heureusement que la défense est revenue dessus. Et vous connaissez très bien Bobo? Bien sûr que je connais bien, très bien Bobo. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas né en France. Hein. Je suis venu en France après que j'ai travaillé et tout, j'ai décidé librement de venir en France. Donc, je suis venu en France à l'âge adulte. Donc, je connais très bien. Et j'ai habité à Bobo. Donc, mes parents sont encore à Bobo. Mais je ne suis pas du Nord pour autant. Et quand on nous parle des marchés, en Côte d'Ivoire, vous savez, celles qui tiennent les marchés, c'est les femmes gourous, c'est-à-dire les femmes de chemin. Et c'est dans tous les marchés, que ce soit à Korogo, que ce soit à Abidjan, à Koumou, partout, ces marchés sont tenus par les femmes. Alors quand on nous dit le marché d'Abobo uniquement tenu par les femmes du là, où il y avait uniquement les gens du Nord, vraiment, moi je trouve que c'est aberrant. Et que Mme Bensouda et le procureur McDonald poussent leurs investigations un peu plus loin. Aujourd'hui, à l'ouverture du procès, nous recherchons rien que la vérité. Monsieur Touré, est-ce que ce procès ne va pas raviver donc des tensions, des rancœurs que la Côte d'Ivoire essaie d'oublier? Je ne pense pas que le procès puisse raviver des tensions, puisque depuis quelques jours, le procès est largement suivi à Abidjan par toutes les chapelles politiques, sans que cela ne donne lieu à des représailles ou à des actes des uns contre les autres. Vous avez une chaîne qui a présenté même certains partisans sur réclamement de Laurent Gbagbo, qui ont pris un lieu public à Abidjan, qui ont diffusé le procès et qui ont même réagi par moments sur cette... Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est c'est plutôt de l'analyse de ce que nous avons entendu. Je pense qu'il est important d'expliciter un certain nombre de situations. Charles Blé Goudé, je suppose beaucoup de personnes l'ont écouté avec beaucoup d'intérêt. L'analyse que je vais faire d'abord, c'est cette stratégie, mais qui est constante, de tous les bourreaux qui visent à partir de nuances et chercher à brouiller la perception que les gens peuvent avoir de la vérité. Je vous donne quelques exemples. Lorsqu'on parle du marché d'Abobo, il oublie de dire que le bombardement du marché d'Abobo est consécutif donc à l'assaut lancé par les éléments donc de Laurent Gbagbo contre Abobo qui était tenu, et ils l'ont dit lors de ce procès, par le commando invisible. Mais avant de lancer cet assaut, appel a été lancé à toutes les populations qui résidaient à Abobo de quitter Abobo. Laurent Gbagbo tenait à Abidjan, et donc les populations qui ont pu sortir d'Abobo
sont les populations qui se sentaient en sécurité dans les autres zones contrôlées par Laurent Gbagbo. Les populations qui ne se sentaient pas en sécurité ailleurs, puisque Laurent Gbagbo Abidjan était tenu par... Mais lorsqu'on attaque un marché, comment est-il possible de viser une population? Non, ce que je suis en train, oui, mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Si vous les allez jusqu'à ce que j'ai dit, c'est que si vous avez une partie de la population qui devient une menace imminente d'assaut de l'armée loyale à Gbagbo, qui quitte à Bobo, et on a vu les images avec des baluchons qui quittent à Bobo, et que cette population qui majoritairement se réclame de l'opposition est restée à Bobo, elle a été donc victime au marché. Donc ce n'est pas une situation qui s'est passée dans un contexte normal. Deuxième élément, c'est vrai qu'il essaie de contester le fait qu'il soit patron de la galaxie patriotique, il est plutôt responsable de l'Alliance des jeunes patriotes, mais au sein de cette alliance dont il assume aujourd'hui la responsabilité, il y avait Kyo Serge, qui était responsable d'un mouvement qu'on appelle la FESI, mais c'est sous Kyo Serge, par exemple, que Habib Dodo, et tous les rapports le disent, a été assassiné sur le campus d'Abobo. C'est sous Kyo Serge, élément de la FESI, donc bras séculier de l'Alliance des jeunes patriotes, que Nathalie Soro a été violée sur le campus, que Kone Moural, par exemple, a été enlevé à Bobo. Donc, et le dernier élément, et ça n'est tout, on a vu des vidéos où Charles Blé Goudé se présente comme un homme de paix. Il était certains acteurs, des jeunes de l'opposition à l'époque, ainsi de suite. Il faut contextualiser ces événements. Je l'ai dit tantôt, en novembre 2004, manifestation contre l'armée française avec des débordements, des viols, des pillages. En 2005, l'ONU prend une sanction contre Charles Blé Goudé, qui est considéré comme une menace donc à la paix. Gel des avoirs, interdiction de sortir. À partir de cette sanction de l'ONU, Blé Goudé va adopter de façon opportuniste une posture de paix, en réalité pour masquer ou pour espérer avoir un regard beaucoup moins sévère de la part de l'ONU. Nous avons aujourd'hui, c'est pas là que je termine, je suis aussi responsable des questions de jeunesse. Et de par mes fonctions, j'ai eu à côtoyer beaucoup de jeunes, y compris des jeunes proches de Blé Goudé. Ce qui ressort, c'est le double discours. Le discours officiel qui est tenu pour tromper une frange de l'opinion et la réalité. Je ne fais pas le procès, je donne des éléments pour apprécier la situation. Excusez-moi, Monsieur Touré, vous avez quand même mentionné la France. Voilà. En tout cas, lundi, la défense de Laurent Gbagbo a dénoncé une ingérence, entre autres, de la France. Aujourd'hui, c'était au tour de la défense de Charles Blé Goudé d'en faire autant. Et je vous propose de visionner ce sujet. La France a joué un grand rôle dans la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. C'est du moins les affirmations que la défense a avancées ce lundi 1er février 2016 lors du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. C'est à base de reportages, de documents, mais aussi de témoignages que l'avocate Jennifer Naori a parcouru l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvée depuis la colonisation liée à la France, et cela à travers des accords signés entre les deux pays. L'accord signé sous le nom d'accord de défense donne la priorité de l'exploitation des ressources du pays à la France. C'est pour avoir envisagé de remettre en question ainsi que de remettre en question le système du franc CFA, que Laurent Gbagbo sera condamné à la destitution par les autorités françaises. La défense détaille par la même occasion l'engagement de la France dans le conflit ivoirien. Maître Jennifer Naori démontre à quel point la France a aidé depuis le début de la crise les rebelles qui soutenaient le président Alassane Ouattara et accuse l'ancien président français Nicolas Sarkozy d'être à l'origine de la chute du régime de Laurent Gbagbo. C'est de la résidence de l'ambassadeur de France, mitoyenne de la résidence du président ivoirien, que tiraient les francs-tireurs français sur les occupants de la résidence pour décourager toute velléité de résistance. Ce sont des commandos français qui lancèrent l'assaut contre la résidence le 11 avril 2011 et s'en saisirent. Le principal intéressé, le président français Nicolas Sarkozy, a lui-même avoué que la France avait décidé et mis en œuvre la chute de Laurent Gbagbo. Lors d'une rencontre avec des journalistes, le 6 juillet 2011, Nicolas Sarkozy a ainsi déclaré, et je cite, « Quand je vois le soin que j'ai mis à intervenir en Côte d'Ivoire, on a sorti Laurent Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara, sans aucune polémique,
sans rien. Au troisième jour de ce procès historique qui a débuté le 28 janvier 2016, la défense a lundi et mardi pour s'exprimer. Poursuivis pour crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont plaidé non coupables dès l'ouverture du procès. Un procès qui risque de durer entre 3 et 4 ans. Monsieur Touré, comme nous venons de l'entendre, lorsque Nicolas Sarkozy, ancien président français, déclare publiquement, et je cite, « On a sorti Laurent Gbagbo et installé Alassane Ouattara sans aucune polémique », n'est-ce pas là un aveu de l'intervention de la France en Côte d'Ivoire pour chasser Laurent Gbagbo? Je ne veux pas, honnêtement, juger ces propos que je n'ai pas entendus, donc je ne connais pas les sources, mais on peut parler quand même de l'intervention de la France dans le dossier ivoirien. Il est indéniable que la France est intervenue dans le dossier ivoirien. Mais elle est intervenue comment? Il faut retenir deux choses. La première chose, c'est Laurent Gbagbo, qui, en 2002, le 19 septembre, après les événements du 19 septembre, fait appel à la France en application des accords de défense pour que la France intervienne militairement. Donc l'icône en Côte d'Ivoire est le fait de nom de Laurent Gbagbo. Deux choses. Deuxième chose, lorsque, pendant la crise post-électorale, nous-mêmes, et ça je peux vous le dire, avions dénoncé à l'époque, entre décembre 2010 et mars 2011, le fait que l'ONUCI et l'armée française, à notre yeux, ne protégeaient pas suffisamment les populations civiles conformément à leur mandat, puisque Laurent Gbagbo et son armée, ses miliciens et ses mercenaires massacraient ces populations. C'est après les événements de mars 2011, après le massacre donc des pauvres dames à Bobo, que le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers la résolution 1975, va donner mandat à la France et à l'ONUCI pour mettre hors d'état de nuit ou détruire en tout cas tous les dispositifs militaires que Laurent Gbagbo utilisait. Excusez-moi. Madame excusez-moi. Nekalo. Moi, je ne peux pas assister à ces... Ce sont des faits. Vraiment, non, c'est pas des faits. C'est pas des faits, Monsieur Touré. Je suis désolé. Non, Madame Nekalo, quand en 2002 la France, excusez-moi, Madame Nekalo, juste une question. Quand la France appelle, pourquoi la France aurait changé de camp? Ah, mais c'est justement la question. C'est à M. Touré de nous dire pourquoi la France a changé de camp. Lorsque M. Gbagbo Laurent dit à la France, effectivement, à cause des accords militaires entre les deux pays, et que Mme Alliot Marie vient elle-même à la télévision française, qu'on transmet à la télévision ivoirienne pour dire c'est une crise franco-ivoirienne. Donc la France n'interviendra pas. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas vu ça. Mais ça vous a pas empêché de prendre le matériel militaire de la France. Non, ce n'est pas vrai. La France a fourni du matériel. Non, la France. La logistique. Non, mais en 2011, s'il vous plaît. En 2011, la rébellion n'en a pas profité. Non, la rébellion n'a jamais eu de soutien de la France. Ce n'est pas vrai. La France est intervenue en 2011. Dans le cadre des mandats... Elle n'a pas outrepasser son mandat, la force française. Elle n'a pas outrepassé ses mandats à partir du moment où elle a détruit les armes lourdes que détenait Laurent Gbagbo. Bien. Monsieur Touré, en 2013, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du traité de Rome. Comment expliquer donc le transfert de Laurent Gbagbo vers La Haye? Nous l'avons dit. Déjà en 2003, Laurent Pardon, en 2011. Oui, mais déjà, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire. Déjà en 2003, Laurent Gbagbo a, à travers son ministre des Affaires étrangères, écrit à la Cour pénale internationale pour lui demander de venir connaître donc, de certains actes qui avaient été commis en Côte d'Ivoire. Donc la première personnalité politique à demander à la Cour pénale internationale d'intervenir dans le dossier ivoirien, historiquement, c'est Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, par la suite, puisque certains événements sont passés en Côte d'Ivoire, relevait de crimes contre l'humanité, la Côte d'Ivoire, par la suite, en 2013, a demandé à la Cour pénale internationale de venir faire son travail en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire enquêter et faire toute la lumière sur les cas de violation grave des droits de l'homme qui relèvent de sa compétence. En tout cas, Madame Nekalo, on le dit, on le répète, le but ultime de cette procédure à la CPI, c'est bien d'entendre les voix de toutes les victimes. Il y aura quand même une partie des victimes de cette crise post-électorale qui sera soulagée par ce qui se passe à La Haye. Je l'espère. Je l'espère qu'une partie des victimes, et ça dépend de qui est victime, parce qu'il faut le dire, M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé sont des victimes de cette crise-là. En tout cas, il y a des victimes je pense que... Là, vous avez posé une question tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé répondre. La France, qui est
instigatrice de cette crise pour le plaisir de son ami Ouattara. Et on l'a vu hier, la défense l'a bien montré. Il fallait, Laurent Gbagbo étant quelqu'un de, je dirais, de très nationaliste, il fallait enlever un nationaliste et mettre son ami. Et donc, à coup de bombe, la France a bombardé le domicile de M. Gbagbo Laurent pendant 11 jours et au 12e jour, l'a enlevé. Vous l'avez bien vu, M. Nicolas Sarkozy le dit. La seule chose qu'il peut dire, c'est que la France est partie intégrante. Vous savez, le RDR et M. Ouattara ne sont que des pions que la France pousse. Ils ne sont pas... En tout cas, il faut quand même nuancer les propos sur ce plateau. C'est des choses... C'est la prérogative de la Cour pénale internationale, en tout cas, de trancher sur ce qui est présenté. Oui, on est d'accord. Juste 30 secondes. Vous savez, toute la stratégie adoptée, c'est la stratégie de la bouc émissarisation. C'est-à-dire, on a commis des actes et on essaie de trouver des boucs émissaires. On peut refaire ici l'histoire des relations entre la Côte d'Ivoire. Non, je termine pour vous donner la parole. Non, vous ne pouvez pas terminer. Vous êtes sur ce plateau. On peut faire l'histoire. Attendez. Vous êtes sur ce plateau. Terminez rapidement et on ira à Mme Nekalo. Alors, on peut refaire l'histoire des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais si on refait l'histoire des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'en octobre 2000, lorsque Laurent Gbagbo, à l'issue d'une élection controversée contre Robert Gueye, s'est autoproclamé président, il a eu le soutien de la France, alors que l'Union africaine avait demandé la reprise des élections. Mais j'en viens à ma question. Donc on ne peut pas dire que Robert Bourgi, on ne peut pas dire que Guy Laberty, Jacques Land, qui sont des personnalités françaises, sont venus en 2010 en Côte d'Ivoire faire campagne officiellement auprès de Laurent Gbagbo. Donc, présenter aujourd'hui la France comme votre adversaire, c'est faire preuve de sélectivité dans l'analyse. Au moins, vous dites, les personnes que vous venez de citer, les personnalités que vous venez de citer, Gbagbo Laurent aussi a droit d'avoir des amis. D'accord. Et ce sont ces amis. Vous n'êtes pas aussi c'est comme ça que Nicolas Sarkozy étant l'ami. Je vous demande, s'il vous plaît. Mais ça, c'est assumé. Monsieur, madame, je vous demande de rester dans le... Madame Nekalo. Nous disons que nous sommes un État indépendant. Sarkozy étant président de la France, je pense qu'il a de quoi faire ici en France que d'aller attaquer un pays indépendant. Et ça, nous le disons haut et fort. Madame Nekalo, s'il vous plaît. Sarkozy a reconnu ses erreurs. J'espère qu'il a reconnu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Ça, je l'espère en tout cas. Alors, pour vous dire, au niveau de la CPI aujourd'hui... Voilà, j'aimerais qu'on revienne dans le cadre de ce procès, c'est important. Voilà, parce que M. Touré, il a... Et surtout, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il dit trop de choses comme si moi, j'étais une étrangère. Je suis une Ivoirienne comme lui. Alors, je disais qu'au niveau de la CPI, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est pourquoi cette crise ? Et la question de pourquoi cette crise nous renvoie à la question de qui a gagné les élections. C'est à partir de là on comprendra ce qui s'est véritablement passé. Et moi je dis, quand Mme la procureure dit, on ne dit pas qui a gagné les élections, on ne saura jamais pourquoi est venue la guerre. La guerre est venue parce que le Conseil constitutionnel, qui est notre loi suprême, déclare une personne vainqueur de l'élection. Et l'autre dit qu'elle n'est pas d'accord parce qu'elle a le soutien de la France qui peut jouer sur l'ONU pour que l'ONU prenne des résolutions, comme il est dit tout à l'heure, pour effectivement ne pas respecter nos lois suprêmes. Monsieur Touré, j'ai une question s'il vous plaît. Oui. Madame Nekalo, excusez-moi. Monsieur Touré, depuis le début donc de cette série d'émissions, depuis le début de la couverture de ce procès, on en revient encore et toujours au fait qu'on ne peut pas tronçonner l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'on ne peut pas s'en tenir simplement aux faits qui sont survenus entre 2010 et 2011. La question qui se pose, Monsieur Touré, c'est si on prend les différentes rébellions qui ont eu lieu, notamment depuis 2002, avec les violences qui ont suivi, est-ce qu'il ne faut pas juger les exactions commises depuis 2002? Pourquoi se cantonner seulement à la crise post-électorale et par conséquent mettre en prison une partie des personnes qui auraient commis des exactions en 2010 et 2011. Mais c'est toute la contradiction dans leur approche. Vous avez suivi les éléments présentés par Charles Blé Goudet. Il y a eu une rébellion en 2002. Laurent Gbagbo a demandé à la CPI à l'époque d'intervenir. Mais Blé Goudet nous dit qu'à partir de 2006-2007, il a fait la paix totale avec les forces nouvelles, avec Guillaume Soro, et nous l'avons vu. Donc on ne peut plus lier cette situation de la situation post-crise. Et Madame l'a dit, vous l'avez entendu. Madame nous dit qu'on ne peut pas dissocier la guerre des élections.
Donc, il faut qu'on dise qui a gagné les élections. Autrement, il est en train de nous dire que comme ils ont le sentiment d'avoir gagné les élections... Ils ont le sentiment. Et comme ils ont le sentiment d'avoir gagné les élections, c'est qu'ils pourraient justifier le fait qu'ils aient massacré les pauvres populations à Bobo. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'elle a le sentiment d'avoir gagné les élections, donc les populations peuvent être massacrées impunément. Vous êtes ici depuis jeudi. Je sais que vous voulez faire plaisir à votre président Ouattara. Ah non, vous tronquez l'histoire et au vu aussi des gens. Mais les voyants jugeront entre vous et moi qui tronque l'histoire. S'il vous plaît, je vais vous demander de conclure très rapidement. On a 2 minutes. Madame Touré, j'aimerais... pardon, excusez-moi. Madame Nekalo, excusez-moi. Mettons-nous à la place des victimes, des personnes qui ont perdu un père, une mère, un membre. Aujourd'hui, ces personnes, tous bords confondus, demandent que la justice leur soit rendue. Merci. N'est-il pas temps, finalement, que le dialogue de sourds se termine et que chacun arrête de camper sur ses positions pour qu'un vrai dialogue soit possible? Est-ce que, d'après vous, Madame Nekalo, le dialogue peut avoir lieu, se tenir en Côte d'Ivoire, pendant que ce procès a lieu? Mon souhait, c'était cela. Mon souhait, depuis 5 ans que nous aspirons l'ouverture de ce procès, c'est que la vérité soit dite. Vous savez, tout ce qui est basé sur la vérité apaise. Pour que le dialogue franc puisse exister, il faut que la vérité soit dite. Si la vérité n'est pas dite, il sera difficile. La réconciliation que les autorités ivoiriennes et tout le monde cherchent sera difficile à atteindre. Ce que nous demandons aujourd'hui, les victimes, et moi qui suis assis devant vous, je suis une victime. Je l'ai déjà dit sur votre plateau ici, mon village a été rasé. Rasé, alors là, totalement. Les frères, mon oncle chez qui j'ai passé le BPC à Bondoukou a été tué et découpé, brûlé dans mon village. Donc je suis une victime. Mon souhait sera effectivement qu'on ait tout ça en arrière. Mais quand les autorités qui dirigent la Côte d'Ivoire actuelle dénient tout ça, vous savez que ça ne peut pas faire plaisir. Voilà. Monsieur Touré, je vais vous demander actuellement... Je vais rassurer ma sœur. Je vais vous demander une question très rapidement. Excusez-moi, ça va vous permettre également. J'aimerais savoir où en est actuellement le processus lancé par la CONARIV. Je sais que le président Alassane Ouattara et Pascal Affi-N'Guessan du FPI se sont rencontrés récemment pour faire l'état des lieux. Ça progresse? L'indemnisation des victimes progresse? Vous avez parlé du point d'accord entre nous. Comment faire pour éviter le dialogue du sourd? Alors, je vais rassurer ma sœur que sur ce point, nous sommes d'accord. Nous n'avons pas une approche sélective quand il s'agit des victimes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le président Ouattara a dit que toutes les personnes qui ont été mêlées à ces violations graves des droits de l'homme, quel que soit le bord politique d'où ils se réclament, doivent répondre devant la justice et la justice sera faite. Donc, nous serons réconciliés sur la base de la justice. Il y a un dialogue qui est entamé. Le président Affi-N'Guessan, président du FPI, a été reçu il y a quelques jours par le président Ouattara. Indépendamment du processus judiciaire, indépendamment du processus judiciaire, il y a un dialogue politique avec l'opposition. Il y a eu une première commission qui a été mise en place, dirigée par M. Charles Konambani, qui est arrivé à la fin de sa mission. Il y a eu donc la CONARIV, qui a pu identifier un certain nombre de victimes. Indépendamment de la procédure judiciaire, l'État s'est engagé, et c'est effectif, d'indemniser ces victimes sans tenir compte de leur bord politique. Parce qu'il y en a dans le fief, en tout cas, de Laurent Gbagbo. Mais je peux vous dire même que il y a quelques semaines, je termine, il y a quelques semaines, les victimes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire ont pu recevoir le chèque pour se voir indemniser. Ça dépend de quelle victime de l'Ouest. Vous savez, madame, actuellement, il y a 1073 victimes qui saisissent la CPI parce qu'on ne les compte même pas. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a toujours je ne sais pas s'il faut dire la séparation, mais il y a toujours un clan et un autre. Non. En tout cas, on est sur je vais finir sur les victimes. La guerre en Côte d'Ivoire officiellement a fait 3000 victimes. 3000 morts, paraît-il. Pendant la crise post-électorale de 2012. Voilà. Laurent Gbagbo a été accusé de 300 victimes, donc 168 décès. Mais les 2000 et autres, 2700
victimes. Elles sont où? En tout cas, des procédures sont en cours. Nous ne sommes pas dans la guerre des chiffres. Nous ne sommes pas dans la guerre des chiffres. Toutes les victimes verront leurs préoccupations, quel que soit leur bord politique, en tout cas, c'est l'assurance du président Alassane Ouattara. Judiciaire. Merci. Merci. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission spéciale. Merci, Madame Georgette Nekalo. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale adjointe de l'association Les Amis de Laurent Gbagbo. Merci de votre contribution. Je vous en prie. Monsieur Mamadou Touré, vous êtes conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes également porte-parole adjoint du RDR. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup. Fin de cette série d'émissions spéciales consacrées à l'ouverture aux 4 premières journées du procès de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et de Charles Blé Goudé à la CPI, c'est à La Haye, aux Pays-Bas. Des émissions que vous pourrez retrouver sur le site internet d'Africa 24. Restez sur notre chaîne. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.